Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde sur les controverses scientifiques. Donc nous allons au cours de cette petite heure tenter d'expliquer ce qu'est une controverse scientifique. Est-ce qu'elles sont forcément mauvaises d'abord? Est-ce qu'elles sont forcément bonnes? Puis comment est-ce qu'elles se créent? Qu'est-ce qu'il y a exactement sous le capot des controverses? Est-ce qu'elles ne sont pas, après tout, le moteur ou le carburant de la science? Et donc, pour répondre à ces questions, nous avons avec nous trois brillants scientifiques et chercheuses, dont Hervé Maisonneuve, qui est médecin de santé publique et rédacteur scientifique, qui est rédacteur notamment du blog Revue et Intégrité, et qui a été président de la Société européenne des rédacteurs des journaux scientifiques. Ensuite, nous avons Ghislaine Filiatro, qui est directrice de recherche émérite, et donc qui a été chercheuse en neurobiologie. Et depuis 2016, elle est référente intégrité scientifique de l'INSERM. Et enfin, nous avons Pauline Delahaye, alias The Dendrobate Doctor, qui est chercheuse en zoosémiotique, méthodologiste interdisciplinaire et vulgarisatrice. Juste un petit rappel, tous les intervenants tenaient, quand on a préparé cette table ronde, à essayer de faire une présentation un petit peu plus courte pour laisser un maximum de temps à la fin aux questions. Donc on va essayer de prévoir 25-30 minutes pour les questions. Voilà. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'une controverse scientifique? Et est-ce que vous pouvez chacun me donner un exemple de controverse? Peut-être on commence avec Ghislaine Filiatro. Oui, merci. Alors, je ne vais pas définir ce qu'est une controverse scientifique. Juste bien mettre le micro, pardon. Ouais, là, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Vous collez au menton, Pierre. Donc, je ne vais pas définir justement ce qu'est une controverse scientifique. On va voir qu'il y a une variété de controverses scientifiques et on le sait déjà de toute façon. L'idée, c'était d'introduire avec une controverse qu'on appellera assez interne à la science, une controverse entre scientifiques et qui reste relativement assez dans le milieu scientifique. Et je voulais évoquer une controverse que vous connaissez peut-être, que vous avez entendu parler, parce que quand même elle a intéressé les médias, qui est la neurogénèse chez l'être humain adulte. L'idée, c'est que comme la plupart des autres organes, le cerveau est un organe tel que les neurones, qui sont les cellules nobles qui le composent, peuvent naître, se régénérer, se remplacer, etc. Ou, comme on le pense depuis le début du 19e siècle, en fait, les neurones, on a un stock à la fin de la croissance, donc on fait de nouveaux neurones pendant toute la croissance et aussi pendant toute une période d'apprentissage, et ensuite on a un stock de neurones et il ne se crée pas de nouveaux neurones. Donc il n'y a pas de neurogenèse chez l'adulte dans l'espèce humaine. Et alors on appelle ça un dogme. On reviendra peut-être sur le fait qu'un dogme c'est utile, c'est pas uniquement négatif, mais c'était un dogme qui s'est installé à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Ramon Caral, qui est le grand homme de la neurobiologie, avait absolument fixé que tout ce qu'on savait encore pas sur le cerveau était énorme, mais il y avait au moins une chose qu'on savait, c'est qu'il ne naît pas de nouveaux neurones chez l'être humain adulte. Donc voilà, c'était un cadre de pensée qui a pendant très longtemps perduré. En 1960, il y a un chercheur qui a émis l'idée qu'il pourrait y avoir de nouveaux neurones qui se forment dans le cerveau humain adulte, et puis qu'on sait que des neurones peuvent se former chez de nombreux animaux. Une salamandre qui repousse sa queue ou ses pattes, elle refait les neurones qui vont avec, etc. Il avait des arguments pour penser que c'était quelque chose de possible. En 60, moi-même j'ai fait mes études en fin 70, on m'a jamais parlé de ça, et on n'a jamais parlé de ça. Il n'y a eu aucun relais, aucun intérêt. Scientifiquement, ça a fait plouf. C'était des papiers qui sont restés comme ça. Et jusque dans la fin des années 90, c'était vraiment calme plat. Et puis il y a eu quelques travaux assez marquants, mais assez tard, vraiment dans les années 2000, de quelqu'un qui a dit, je rentre pas dans les détails, c'est pas le problème, mais si j'en ai vu, c'est possible. J'en ai pas vraiment vu, mais on sent qu'il y a quand même des éléments. D'autres qui ont commencé à étudier un peu ont dit non, c'est pas possible. Bref, il est né une controverse, et à ce moment-là, elle a pris. Ça veut dire qu'il y a eu une grande série de travaux d'intérêt. Et pourquoi ? Parce que c'est absolument énorme l'idée qu'on puisse faire des neurones toute sa vie. Vous vous rendez compte, c'est la fontaine de jouvence dans l'organe
le plus noble, où il y a un potentiel incroyable. Et on s'est dit, mais quand même, s'il y en a, c'est quelque chose d'énorme. Ça permet de penser des tas de choses qui peuvent permettre de lutter contre les maladies psychiatriques, les maladies neurodégénératives, ça. Et on s'est mis à étudier des tas de molécules, des tas de conditions, en essayant de pister. Je rentre pas dans le détail, il y avait des arguments à chaque fois, mais en gros, c'était toujours, c'est pas impossible que ça marche comme ça, et sous-entendu, ça serait drôlement bien. Donc ça a vraiment beaucoup intéressé, pris. Il y a une revue qui a été créée en 2014 et qui a terminé en 2018 et qui est vraiment cette fenêtre de tir. Tu as dit. Non, fais bien. Pardon. Très vite, c'était. Pardon. Et pendant toute une période, ça a été extrêmement actif et ça a donné plein d'idées, de nouvelles façons de se contrôler, de faire des manips, de descendre celles des autres. C'était une controverse scientifique. On reviendra après sur le mécanisme, mais l'idée, c'est que ça a même attiré les médias, ça a attiré, beaucoup de choses parce qu'il y avait un potentiel. Donc on reviendra ensuite, mais oui, voilà, c'est la première et elle est restée quand même entre scientifiques. Et l'idée qu'une controverse, on l'entend dans le monde scientifique, ce qu'on entend être une controverse peut être positif, peut être bien vu, et peut être très différent de la manière dont on entend une controverse scientifique dans les médias, par exemple, on y reviendra. Peut-être d'autres exemples de controverses, Pauline, par exemple? Moi, j'ai en tête une controverse qui est plus mixte, qui est à la fois une controverse scientifique, qui est à la fois une controverse médiatique et éthique, donc elle a vraiment rassemblé les trucs. C'est l'affaire Seralini. Et l'affaire Seralini, elle est intéressante parce que elle a un certain aspect sur la controverse scientifique, puisqu'elle parle des impacts du glyphosate sur les humains, sur les OGM, sur l'humain quelque part. C'est des domaines sur lesquels il y a des choses qui sont pas encore très claires, pas encore très très tranchées. C'est du travail en cours. Enfin voilà. Donc il y a ces questions scientifiques. Il y a ces questions médiatiques, puisque Seralini a fait quelque chose qui est pas très bien vu dans le milieu scientifique et qui est généralement un petit peu suspicieux, c'est-à-dire que il a demandé à ce que ses travaux soient avant tout publiés aux journalistes avec une exclusivité d'un journal en particulier, avant même que les autres chercheurs puissent mettre leur nez dedans. Et ça, généralement, c'est pas un très très bon signe quand on cherche à alerter d'abord les médias avant les collègues. Et puis enfin, il y avait une controverse éthique dedans terrible, qui était que Seralini, parce qu'il voulait absolument montrer qu'il y avait des résultats et qu'il y avait un vrai problème, et qu'il voulait le démontrer d'une façon qui était spectaculaire via les médias, a utilisé des rats pour ses expérimentations. Alors déjà, ça a aussi un problème éthique parce qu'il a choisi délibérément une lignée de rats qui est sélectionnée dans la recherche contre le cancer, et cette lignée de rats, elle est sélectionnée parce qu'elle développe des tumeurs de manière spontanée, de façon à ce qu'on puisse étudier sur elle les médicaments anticancéreux. Et donc, ces rats ont développé des cancers sans très grosse surprise. Mais normalement, il y a des protocoles d'éthique sur ce qui concerne l'euthanasie des animaux de laboratoire. On ne laisse pas des animaux souffrir au-delà d'un certain nombre de paramètres en se disant là, c'est de la cruauté gratuite, ça n'est pas quelque chose qui est acceptable. Et Seralini, qui voulait absolument avoir des photos de tumeurs spectaculaires, d'avoir des rats complètement déformés par des tumeurs qui faisaient 2 fois leur taille, a laissé ces animaux qui étaient condamnés sans aucun espoir souffrir pendant des semaines juste parce que ça faisait des plus grosses photos. Et donc, ça a été aussi une très grosse controverse. Est-ce que le fait de vouloir démontrer quelque chose dont on était convaincu justifiait la cruauté sur les animaux de laboratoire? Donc, il y avait aussi cette question de l'aspect scientifique, de l'aspect éthique et puis de l'aspect médiatique. Celle-là, ça a été une controverse peut-être plus mixte, qui n'était pas juste liée au monde interne de la recherche. Ouais, et d'ailleurs, juste une précision, il y avait 2 journaux qui étaient impliqués, qui ont eu l'exclusivité, je vais pas le nommer ici, mais ce qui est sûr aujourd'hui, quand on fait la recherche sur cette affaire-là, enfin sur cette étude et sur l'exclusivité, on retombe sur des articles qui sont toujours en ligne sur les journaux, notamment un que j'ai en mémoire et qui est toujours en ligne et qui n'a pas été amendé, qui n'a pas été corrigé, donc qui fait d'une quelque manière perdurer la controverse, puisque les gens qui vont chercher sur Internet vont pouvoir retomber dessus en se disant si ils n'ont pas toute la connaissance de cette affaire que tu viens d'expliquer, vont pouvoir être induits en erreur. Et peut-être on va prendre peut-être aussi un 3e exemple avec Hervé. Moi, j'ai pris un autre exemple dans le domaine des vaccins. J'ai pris cette histoire du vaccin ROR et autisme, qui est ancienne, de M. Wakefield, qui a duré 12 ans. Je voudrais juste, est-ce que c'est une controverse scientifique? Ça l'a été, ça l'est plus.
Je voudrais juste reprendre quelques points factuels. 1998, une revue publie un article de 5 pages sur les colites, les inflammations du côlon et les troubles comportementaux. C'est le titre, c'est l'objet du travail. OK ? Dans l'article, je suis allé reprendre la phrase hier, dans la discussion, il y a marqué « Nous n'avons pas montré d'association entre le vaccin MMR et les syndromes décrits ». C'est la phrase qu'il y a dans l'article, dans la discussion. Donc, quand vous êtes factuellement parlant sur l'article, vous ne pouvez rien en tirer. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une conférence de presse derrière, où le premier auteur, Wakefield, a un tout petit peu dérapé dans la conférence de presse, et c'est parti à partir de la conférence de presse, et non pas de l'article, qui allait au-delà de l'article, et qui discutait un lien entre le vaccin et tout ça. Comme ça. 2004, 6 ans plus tard, il y avait de la controverse scientifique entre les auteurs eux-mêmes et entre d'autres. Le Lancet va investiguer dans l'université où a été faite l'étude, le rédacteur en chef du Lancet. Donc, qui est une revue scientifique. Hein. Qui est une revue scientifique. Le rédacteur en chef investigue quand même dans une école où il avait fait ses études et où il connaissait un petit peu tout le monde. Et avec d'autres, ils ne vont pas voir les résultats originaux. Ils s'en tiennent à l'article. Et à s'en tenir à l'article, ils disent qu'il n'y a rien circulé. Et ce n'est qu'après qu'un journaliste du Guardian, Brian Deere, va chez les 12 familles, parce qu'il n'y avait que 12 enfants, et va chez les 12 familles avec sa voiture, hors de ses heures de travail, il l'explique bien dans son livre, et questionne les familles, et s'aperçoit que des gens avaient été vaccinés après les troubles, certains, et s'aperçoit qu'aucun des 12 cas n'avait les 3 critères pour qualifier d'un lien. Et c'est à partir d'un journaliste que c'est venu, et ce n'est plus qu'en 2010 que le GMC, le Conseil de l'ordre anglais, investigue, et c'est la première fois, 12 ans plus tard, qu'on ouvre les dossiers et qu'on voit qu'il n'y avait pas les données dans les dossiers. L'histoire n'a été révélée qu'après, dans un journal concurrent, le British Medical Journal, qui avait des liens d'intérêt non déclarés de Wakefield, alors qui a touché de l'argent d'un cabinet d'avocats anti-vaccins pour faire ça. Wakefield était quand même un chirurgien qui faisait de la greffe de foie, donc pour s'occuper de ce sujet, ça va. Et cette controverse a fait partir beaucoup de choses dans les vaccins. Elle est très anglaise, on l'a moins vécue en France que ce qui s'est passé en Angleterre, où il y a eu les morts de rougeole et tout ça. Et aujourd'hui, 98 aujourd'hui, M. Wakefield vit aux États-Unis, fait des conférences anti-vaccins basées sur cet article, toujours aujourd'hui. Il était à l'investiture de Trump, je ne vous raconte pas tous les détails. Donc, est-ce que ça a été scientifique à un moment, plus après, grand public, pas grand public, c'est assez complexe. Et donc, on a un petit peu dressé différents cas de controverses, est-ce qu'elles sont purement scientifiques, complètement négatives ou pas, ou positives. Il y a quelque chose d'intéressant à savoir, je pense, c'est qu'est-ce qu'il y a sous le capot, finalement, de ces controverses. Quelles sont les mécaniques, en fait, qui sont à l'œuvre et pourquoi une controverse est devenue une controverse, et j'ai envie de dire, c'est un peu la faute à qui? Est-ce que c'est les journaux scientifiques? Est-ce que c'est les médias, les journalistes, ou parfois grâce à eux? Est-ce que c'est un chercheur en particulier avec son ego surdimensionné qui a décidé qu'il allait complètement déraper? Voilà, qu'est-ce qu'il y a un petit peu à l'œuvre derrière toutes ces controverses-là? Je vais peut-être répondre tout de suite parce que justement, moi, je pense que ce que je décris est positif. Que c'est une controverse scientifique il y avait 100 ans de modèles où les neurones ne se développent pas, enfin il n'y a pas de nouveaux neurones dans le cerveau humain adulte, ok, c'était fin 19e, année 2000, vraiment, voilà, et puis ça permettait de cadrer beaucoup de recherches. Il faut se rendre compte que le cerveau, c'est vraiment, on se rend compte, c'est un organe avec des cellules, c'est un organe avec de la circuiterie, c'est un organe avec des propriétés électriques, ça commande tout le reste du corps. Enfin, il y a tout l'aspect psychiatrique, la pensée. Et avoir un cadre, par exemple, on va s'occuper de comprendre comment ça se passe en ayant pour hypothèse qu'il n'y a pas de neurones. C'était très raisonnable et il y avait beaucoup de choses qui collaient bien. Donc c'est normal que quand quelqu'un arrive dans les années 2000, en fait, c'est un papier de Science qui a été le plus impactant pour démarrer les choses. Les gens disent, voyons voir, soyons calmes. Et il y a eu énormément
de controverse sur le fait que est-ce que tous ceux qui, au début, ont dit « Oh là là, mais je vais aller voir ce qui se passe », parce que c'était vraiment, vraiment attrayant comme idée. C'était vraiment une disruption et c'était tellement important si c'était vrai, ont été sans arrêt l'objet de tirs de barrage méthodologiques, etc., ont dû se défendre. Enfin bon, c'est normal, c'est de la bonne controverse. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça redistribue les lignes de recherche. Vous avez des personnes qui ont des projets, qui ont des programmes, qui ont des techniques basées sur un certain nombre d'hypothèses. Et puis une hypothèse quand même assez nouvelle arrive et va permettre à des nouveaux entrants de partir sur cette nouvelle hypothèse ou bien d'essayer de la corréler avec tous ceux auxquels on ne comprend rien. C'est pour ça on a corrélé avec l'exercice physique. Si on fait de l'exercice physique, on est mieux dans son cerveau et ça favorise, on a des arguments indirects, la neurogénèse chez les animaux. Enfin bon, si on va mieux, si les antidépresseurs, on a des arguments indirects, semblent favoriser la neurogénèse, on essayait de les mettre à toutes les sauces parce qu'on avait de toute façon très peu de mécanismes. Donc ça devenait une hypothèse à tester. Et ça, c'était controversé parce que c'était quand même très important, chaud, et puis parce que ça produit. Et comme je vous dis, il y a même des journaux qui se sont adonnés à des numéros spéciaux, un journal spécial. C'était vraiment, dans le bon sens du terme, très chaud. En plus, c'est vrai que c'est une controverse qui s'est un peu diluée parce qu'elle a jamais pris corps vraiment. Parce qu'encore maintenant, il y a sans arrêt des papiers qui sortent. Sur papier, si on interroge, on trouve... voilà, et on voit que c'est toujours assez faible dans des revues moyennes. Ça patauge, mais personne ne l'a éliminé. Et ce qu'on a maintenant, c'est les journaux et des chercheurs qui ont dit « Prenons-le comme hypothèse, c'est pas impossible que ça marche. » Et ça reste avec ça. Est-ce qu'une des différences, du coup, ça a été que c'est resté un petit peu dans le monde scientifique et que ça n'a pas été repris, par exemple, avec des médias? On parlait de l'affaire Seralini juste avant. Wakefield aussi, c'était une conférence de presse. Est-ce que c'est un des facteurs, c'est ça? C'est le fait que ça n'a pas explosé dans les médias, que du coup, c'est pas devenu une controverse qui est partie un petit peu n'importe comment? Non, c'est aussi parce que c'est vrai, on trouve des tas d'exemples où il y a de la neurogénèse. Alors, il y a des endroits dans le cerveau on a mis en évidence. Le problème, c'est qu'on ne peut pas en faire un mécanisme général. Voilà, c'est pas un état. Alors on cherche des pistes, on a des régions du cerveau, on a des états dans lesquels il semble y en avoir. Donc on est typiquement dans quelque chose où c'est pas simple, c'est compliqué. On n'a pas encore bien le mécanisme. On corrèle à plein de choses, mais c'est un peu faible, etc. Donc je pense que la raison aussi, c'est parce que il y a eu un moment où beaucoup de gens sont partis dessus, mais maintenant, ça va continuer un peu à bas bruit. Et il y a pas quelqu'un qui a fait un scandale en ayant falsifié, etc. C'est aussi une des raisons. Et à l'inverse, les journaux de vulgarisation se sont parés. C'était quand même très intéressant. Tous ces journaux qui sont très prisés et à juste titre, on dit mais il se pourrait que, et puis on montrait les choses. Du coup, on réexpliquait la neurogénèse, on réexpliquait ce qu'on pensait avant. Donc ça a été aussi une occasion de pédagogie, et on ne peut pas dire que c'est un scandale du tout, parce que réellement c'est une controverse. C'est pas parce que ça n'a pas intéressé les médias, c'est parce qu'il n'y avait pas d'objet vraiment à s'indigner. Mais ça ne s'est pas établi. Il y a des controverses qui aboutissent à de nouvelles données très solides. Là, ça ne s'est pas établi. Si je peux dire. Mais là, c'est quand ça se passe bien, en gros, mais en fait, ça se passe pas toujours bien non plus. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va déraper, en fait? Quelles vont être les mécaniques en œuvre? Alors déjà, je pense que comme dans certains scandales, ou certainement conflits, il n'y a pas besoin, des fois la controverse, elle déborde un peu, elle fait un peu conflit sans que ce soit un scandale complet, ça peut aussi arriver. Mais dans tous les trucs comme ça, comme un peu dans les catastrophes aériennes ou quelque chose comme ça, il n'y a jamais un truc qui a déconné. Si ça commence vraiment à prendre une grosse ampleur, c'est toujours qu'il y a eu plusieurs facteurs qui sont partis. Dans l'affaire Seralini, il y a la croyance très forte de Seralini en l'hypothèse qu'il essaye de démontrer. Je pense sincèrement qu'il y croit très très fort, donc voilà, et que sa croyance était plus forte que le glyphosate donne le cancer au foie, quoi. Et je pense que sa croyance était plus forte dans ce cas-là que sa rigueur méthodologique. Ça, c'est jamais très bon. Mais normalement, vous avez des garde-fous pour ça. Vous avez des institutions de tutelle qui sont censées surveiller justement que vous n'êtes pas en train de partir en hors-piste. Il y a des choses qui n'ont pas été faites là-dessus.
Il y a peut-être aussi eu un manquement du monde journalistique à ce moment-là, dans le sens où maintenant, je pense que les journalistes se méfieraient plus, mais quand on vous propose une exclusivité sur une découverte scientifique qui n'a pas été publiée, qui n'est pas encore dans les journaux, vous devriez refuser parce que ça sent le scandale monter là-dessus et ça donne de l'impact tout de suite à quelque chose. Si c'est pas revu par les pairs, on n'en est pas encore sûr. Des fois, c'est revu par les pairs et on n'en est quand même pas sûr. Donc ça, c'est encore. Mais il y a beaucoup ça. Mais également, il y a le fait, et là, je suis aussi d'accord sur le fait que ces controverses-là, on peut en tirer quelque chose, c'est que ça a été le moment où on s'est dit, on faisait jusque-là assez confiance aux équipes de manière assez individuelle pour être raisonnable et pour avoir une éthique importante. Aux équipes de chercheurs. Aux équipes de recherche, oui. Pour avoir des comportements éthiques avec typiquement leur sujet de laboratoire. Il va falloir vraiment qu'on encadre ça plus. Ça n'est pas possible de laisser quelque chose pareil se reproduire ou continuer à se produire. Je pense que ça a aussi été l'occasion, par exemple, de certains rapprochements disciplinaires entre les gars des sciences dures qui faisaient les trucs dans leur labo et les gars de la partie philo ou éthique, où on a commencé à se dire, très bien, maintenant, il va falloir qu'on ait dans chaque laboratoire une vraie éthique, une vraie bioéthique, une vraie éthique des cobayes. Et c'est notamment à partir de ce moment-là qu'on a commencé beaucoup plus à répandre les 3R, le fait qu'il fallait réduire le nombre de spécimens autant que possible pour avoir quelque chose de significatif, le fait qu'il fallait raffiner les expériences, c'est-à-dire justement ne pas laisser souffrir un animal sans raison au-delà de durée où on sait qu'il n'y a pas d'espoir de guérison pour lui, et puis qu'il fallait aussi remplacer autant que possible, c'était à chaque fois que c'est possible de faire du in vitro ou du in silico, de remplacer l'animal. Donc il y a quand même des progrès qui sortent aussi de ces choses-là. Comme il y a des progrès sans doute dans la sécurité qui sortent des catastrophes aériennes. Ce serait bien qu'on n'en ait pas besoin d'arriver là pour ça, mais des fois on est un peu obligé. Alors quoi, du coup, vivre les controverses ou... Alors là, c'est complexe parce que moi, quand je prends l'affaire Wakefield, il y a probablement eu une période de controverse purement scientifique interne à la profession, et ensuite la profession a réglé son problème et ça a continué dans les médias. Pourquoi je dis interne à la profession ? Parce que après cet article, il y a eu des controverses et quand on revoit des lettres, en 2004 notamment, il y a des co-auteurs qui ont voulu ne plus être dans l'article. Il y a eu des gens qui ont dit c'est vrai, c'est pas vrai, mais on n'avait toujours pas ouvert les dossiers. Donc il y a eu des controverses qui ont été aussi alimentées par le fait, et c'est pas compté, il faut imaginer que toutes les agences du médicament se sont mises à surveiller ce vaccin. Toutes les industries pharmaceutiques se sont mises à surveiller ce vaccin et il y a eu, je ne sais plus aujourd'hui, mais plus d'une dizaine de grandes études épidémiologiques qui ont étudié cette question et au bout de 10 ans, quand toutes les surveillances n'ont rien montré, tous les grands articles n'ont montré aucun lien et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on a ouvert les dossiers en 2012. Donc la controverse scientifique s'est éteinte là. À partir de 2008-2012. Là, il n'existe plus. Et c'est là que ça a dérapé, que ça a continué à déraper, et ça dérape toujours aujourd'hui dans le grand public. Donc elle a eu un temps scientifique, elle est morte probablement, moi je pense, sur le plan scientifique, mais elle continue dans le public. J'avais aussi envie de vous demander pourquoi est-ce que toutes ces controverses-là sont importantes, mais pas seulement pour le monde scientifique, mais en fait pour tout le monde, pour le monde de la recherche, pour les politiques, de santé publique, etc. Et en fait, quelles sont les conséquences à moyen long terme de ces controverses et finalement, est-ce qu'elles ont une utilité et si oui, laquelle quoi? À quoi ça sert finalement une controverse? Ça sert à éveiller l'esprit critique. Oui. Vous commencez à ouvrir une hypothèse qui est quand même un petit peu disruptive. Au début, et à juste titre, on dit « Oh, il faut voir ce qui se passe, etc. » Alors, il faut se rendre compte aussi que pour faire... Vous voyez, il y avait eu d'abord quelqu'un qui avait lancé cette idée, ça n'avait pas marché. Les journaux sont assez frileux. Si quelqu'un fait quelque chose, ils veulent bien passer 1 ou 2 articles. Mais ensuite, le fait de vérifier par des confrères que c'est vrai, de s'y intéresser, d'en faire un sujet de expérience contre expérience, le fait de pouvoir donc publier dans un journal, il faut que ça intéresse les journaux et que ça ait pris une certaine ampleur. Donc les journaux, ils freinent l'ouverture de l'esprit critique parce que s'ils sont pas assurés que ça va intéresser assez de chercheurs, quand c'est nouveau au départ, c'est difficile.
après, quand ça commence à prendre, et c'est en ça que la controverse est intéressante, les journaux scientifiques, je parle vraiment des scientifiques, commencent à se dire, bon, mais je vais vraiment donner place à ceux qui ont des hypothèses nouvelles, qui testent ces nouvelles méthodes. Les méthodes ont été énormément controversées et elles continuent de l'être. Ça a permis d'améliorer les techniques de traçage, les techniques qui permettent de détecter ce que serait un neurone nouveau, un progéniteur. Enfin, il y a eu énormément de travaux méthodologiques qui ont pu être faits parce que c'était devenu une controverse dans le sens que ça intéressait assez de gens et surtout assez de journaux pour que de l'argent soit mis, pour que des chercheurs prennent du temps, pour qu'ils puissent publier en cherchant si oui, non, comment, etc. Et en cherchant à corréler dans tous les sens, ce qui est une forme de dérive, mais qui est un peu inhérente. Il faut croire à une hypothèse pour avoir envie de la tester. Donc non, moi je pense que c'est bien parce que ça permet très souvent. Alors il n'y a pas besoin que ça soit au titre de la sécurité. Ça peut faire des progrès méthodologiques, ça affine les choses. On a gagné beaucoup de connaissances à l'occasion de ce problème-là. Ouais, sur ce problème particulier, mais si je suis un peu provocant, sur l'affaire Seralini, c'est quand même quelque chose qui continue à perdurer aujourd'hui. Comme je disais, l'article est encore en ligne, mais même ça a infusé en fait dans les pensées de beaucoup de gens qui se sont fait à l'idée. Ça a même été dans des documentaires qui ont été repris, qui sont passés à la télévision, etc. Ça n'a pas toujours pas été complètement débunké et cette controverse-là continue parce qu'elle est bâtie en partie sur une étude qui était frauduleuse et ça a été démontré. D'ailleurs, elle a été rétractée. Je sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais l'étude a été carrément rétractée. Ça a coûté des millions d'ailleurs pour reproduire, etc. Et republiée. Et republiée ? Oui, elle est dans un autre journal. Ah d'accord, ah oui, effectivement, ils l'ont republié dans un autre journal. Ouais, d'accord. Bon. Moi, ce qui prouve que ça continue encore, et donc il y a un côté quand même très négatif à tout ça. Bah oui, non, parce que ce que Lisa disait à propos notamment du financement de la recherche, les controverses aussi, même si elles continuent parfois dans le grand public, ça change aussi la manière dont les pouvoirs publics et les organismes de financement voient certaines parties de la recherche. Quand on se rend compte que pour avoir des résultats sur un certain domaine, il faut commencer à bidouiller les résultats, peut-être qu'on commence à dire, bon, on va peut-être mettre cette partie-là en veilleuse et puis distribuer la recherche et l'argent de la recherche dans des domaines qui sont plus clean, qui montrent des données plus prometteuses et qui montrent que les équipes tiennent mieux leur confiance d'éthique, qui tiennent mieux leurs résultats, que leurs publications, elles sont pas rétractées, qu'il faut pas republier dans d'autres journaux pour que ça reste. Donc ça peut aussi avoir cet aspect. Alors ça continue dans le grand public, mais ça peut aussi avoir cet aspect de redistribuer les cartes de la recherche, pas seulement sur les hypothèses, mais aussi sur les moyens. Lorsque vous faites un truc pareil dans la recherche, normalement, si tout va bien, il y a des fois où ça se passe pas bien, on va admettre, vous êtes censé plus être chef d'équipe et vous êtes censé plus être en tête de certains trucs. Oui, je sais pourquoi tu rigoles. Oui, parce que oui, c'est quand ça se passe bien. Mais ça permet notamment aussi comme ça de redistribuer des cartes de la recherche. À qui est-ce qu'on fait confiance ? À qui on ne doit pas donner une équipe, à qui on ne doit pas donner des budgets pour continuer de ça. Donc il peut y avoir aussi ça. C'est dommage qu'il faille arriver à des trucs un peu explosifs pour démasquer comme ça des tirs au flanc de la recherche, on va dire ça comme ça gentiment. Mais ça a aussi cette vocation-là. Et là, ça a effectivement un côté double. C'est que du côté de la controverse scientifique, on va dire, bon, la méthodologie, franchement, elle tient pas. Et souvent, malheureusement, il suffit pas d'être un mauvais scientifique pour qu'on puisse vous sortir. Il faut être un mauvais scientifique qui a un mauvais impact sur la société et sur le grand public pour qu'on se résolve à enfin vous mettre hors circuit. Ça a parfois ce rôle-là. C'est triste que ce soit le cas, mais je pense que c'est malheureusement un cas qui est nécessaire aussi. Je voudrais juste ajouter un mot. Là, on se dit, bon, quand est-ce que ça cesse cette plaisanterie ? On a deux cas où comment faire cesser la plaisanterie. Ce n'est pas du tout le type de problème que je pose. Et nulle part, on a prouvé qu'il n'y avait pas de neurogénèse. On est maintenant dans, voilà, on en a fini d'être dans le buzz où on fait beaucoup de choses, où il y a, mais ça continue à être une voie de recherche, il continue à y avoir des choses. On verra à la fin, on sort à la fin de l'histoire ou pas. Et d'ailleurs, en général, en biologie, c'est jamais oui/non. Il y aura peut-être de la neurogénèse dans telle condition, dans tel endroit du cerveau, avec tel type d'état physiologique, etc., etc., ou de molécules qui la poussent. Enfin, tout est toujours plus compliqué. Mais justement, on a ouvert un nouveau champ, en quelque sorte, qui a compliqué les types de propositions de projets de recherche qu'on pouvait faire.
Mais là aussi, sur le cas de Serralini, on est sur l'aspect quand est-ce que ça s'arrête cette plaisanterie dans le comportement qu'il a, mais sur les questions de recherche vraiment propres au glyphosate au fond, pour le moment, c'est très inconclusif d'à peu près partout. Et c'est scientifiquement quelque chose qui n'est pas encore vraiment complètement tranché. Ça a l'air d'être, de ce que j'ai lu des revues, ça a l'air d'être plutôt aux F, mais en vrai, les données sont pas très concluantes. Voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire vraiment. Et le fait est que oui, du point de vue scientifique, cette controverse-là, elle est toujours ouverte, mais elle peut pas être ouverte comme ça. C'est juste de dire ça n'est pas les manières d'ouvrir les controverses, quoi. Ce qui est pas tout à fait le cas du cas d'Hervé, où la mesure là, elle est Oui, moi, il y a les conséquences délétères, vous les connaissez, la baisse de la vaccination, les morts de rougeole à Londres, compagnie. Là, elles ont été énormes. Mais il y a des choses pour lesquelles on aurait peut-être dû apprendre des leçons. Hein. Il fallait lire l'article. L'article dit il n'y a pas de lien. Hein, vous irez voir le truc. Et quand on a parlé hier sur une table ronde de ce qui s'est passé à l'IHU, personne n'a lu le premier article. Ça a été dit ici, de l'IHU de Marseille. Parce que le premier article n'était pas une étude clinique, ne montrait rien. Hein, d'accord. Et si on avait eu un esprit critique, y compris dans le public, on aurait pu agir un peu. Alors, est-ce que c'est positif? On a appris à lire les articles, mais je pense pas. Hein. Donc, on n'a pas beaucoup bougé. Par contre, peut-être dans le monde des journaux, on a appris qu'il fallait pas attendre 12 ans pour ouvrir les dossiers. Hein, parce que dans le monde des journaux, tout le monde savait ça, mais on n'avait pas ouvert les dossiers, quoi, les dossiers sources. Alors là, peut-être, je pense que c'est une leçon qu'un certain nombre de rédacteurs de journaux ont compris qu'il fallait aller au plus vite ouvrir les données sources. De journaux scientifiques. Scientifiques, pardon, oui. Oui, médiatiquement, mais ça peut être une leçon aussi. Hein. Oui, il faut qu'on fasse attention à ça. De journaux scientifiques, il faut aller à la paillasse et dans le service. On va passer maintenant aux questions pour essayer de laisser un maximum de temps. Donc, levez la main s'il y a des questions. Oui, on va prendre un volontaire pour le micro. Tu restes, Christophe, je t'en suis. Il a pris pas de juste là, ici. Non, tu m'en doutais. Bonjour, Laurent Pontvaillant. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier pour toutes ces explications. Et Madame Filiatro, merci beaucoup. Parce que j'apprécie beaucoup votre approche du dissensus, que je trouve extrêmement importante en sciences. Alors, j'ai quelques... Je viens du monde du non-vivant, où on a aussi des controverses. Il y a une controverse qui est extrêmement connue, qui s'appelle le quasi-cristal. C'est-à-dire qu'en cristallographie, on a le droit à avoir des hexagones et des carrés, et donc toutes les symétries sont d'ordre 2, 3, 4 ou 6, jusqu'à ce qu'en 91, il y a un chercheur qui regarde, on a trouvé 5. Et ça a été la guerre pendant des années, jusqu'à ce que ce soit confirmé, effectivement, dans un cas extrêmement particulier, on peut avoir une symétrie d'ordre 5. Il y a deux choses pour lesquelles je voudrais avoir votre avis. C'est j'ai le sentiment depuis quelque temps que les publications scientifiques ne font plus ce qu'elles étaient. À savoir que c'est devenu un business qui est extrêmement important, ça se compte en milliards. Il y a aussi une course à la publication qui existe. Et pour pouvoir être financé, il faut absolument publier. Et pour être publié, on a maintenant un nombre de voies possibles en payant soi-même, en ayant des reviewers qui sont absolument pas crédibles. Je voyais dernièrement que Higgs, celui qui a fait le boson de Higgs, il a publié 14 papiers dans sa vie, dont certains où il y a 10 publications. Donc je voudrais avoir votre avis sur l'évolution du marché de la publication scientifique et comment est-ce qu'on doit se prémunir d'abus si on veut avoir, justement, si on veut garder un esprit critique. Et la deuxième chose, et c'est une question qui est très ouverte, peut-être qui va au-dessus de mes compétences, puisque moi je fais pas dans le vivant. Est-ce que le protocole expérimental peut amener un biais dans le résultat parce qu'on cherche un résultat bien particulier? Ok, deux vastes questions. Qui veut répondre?
D'abord le protocole expérimental, oui, et d'ailleurs c'est presque inéluctable. Vraiment dans la biologie, qui est d'une complexité de paramètres et d'une multiplicité de paramètres considérable, il faut tout le temps se méfier de sa façon de concevoir. C'est presque une des difficultés majeures. Il y a des tas de méthodes, et c'est le fait que ça soit collectif, c'est le fait que dans les laboratoires on doit se faire challenger, etc. Mais d'un autre côté, on veut être financé, donc on va faire un dossier pour le financeur où on va essayer d'aplanir et de montrer les choses sous un jour qui a tendance à justement faire perdre l'esprit critique aux chercheurs eux-mêmes, parce qu'ils se retrouvent à promouvoir leurs propres hypothèses et en disant les manips qu'ils vont faire, basées quand même sur les hypothèses. Je pense que ce que vous décrivez, je vais être complété par les collègues, qui est malheureusement tout à fait vrai, fait que j'insiste sur l'esprit critique qui est de la méthode scientifique, est mis en péril par tous les phénomènes dont vous parlez. Alors il y a des réactions qui sont en train de se faire, il y a les préprints, il y a l'open, il y a tout ça, je vais laisser mes collègues parler, mais vous avez raison, la période est difficile et il faut vraiment faire appel à l'honneur professionnel, si je puis dire, des chercheurs pour qu'ils tiennent bon, parce que vraiment on savonne beaucoup de pentes, oui. Pour compléter, moi je dirais juste, alors sur la partie tous les problèmes qu'on a avec la publication actuelle et ce que ça génère chez les chercheurs, je sors d'avoir fait une conférence là-dessus à 15h, donc s'il y en a qui sont là, je vais pas refaire la même, sinon ils vont commencer à péter un câble. Mais oui, et je pense que d'ailleurs un des problèmes de ce que devient le système de publication, c'est justement d'étouffer un peu les controverses, parce que comme on veut publier les résultats positifs et nouveaux et très novateurs, on a du mal à faire publier les réplications qui montrent que oui, c'est exact, ou à faire publier les résultats négatifs en disant moi j'ai refait les manips de machin et puis j'ai pas trouvé le même résultat. Donc je pense que en plus ce système-là de publication tel qu'il est en train de devenir pose un problème, parce qu'il étouffe les controverses qui auraient raison d'être là, qui le dissensus, comme vous dites, il l'étouffe un peu, alors que on a besoin de ça pour savoir si le premier papier, la première hypothèse, elle est bonne ou pas. Et on a besoin de ces publications-là, et ça devient de plus en plus difficile de les faire. Je vais être bref, parce que vous faites allusion à ce qu'on appelle le publisher perish, c'est-à-dire une pression systémique sur des gens honnêtes. Donc, de fait de cette pression, les auteurs, pour répondre à cette pression, ils ont intérêt à raconter des contes de fées qui marchent, et ils le font. Les journaux, ils ont intérêt à sélectionner ce qu'on appelle les hot papers, c'est-à-dire les papiers qui vont faire parler du journal. Et dans certains cas, en toute conscience, ils prennent des articles qu'ils savent qu'ils ne sont pas bons, parce que ça va être dans l'Express, ou pas dans l'Express, mais dans le New York Times ou le Washington Post. Et les universités, financeurs et institutions sont en compétition sur des index de Shanghai ou quoi que ce soit, sont aussi très contents par ce volume. Alors, tout le monde a identifié ça. Tout le monde est d'accord que des gens honnêtes sont mis dans un système comme ça. Tout le monde est d'accord qu'il faut changer. Mais tout le monde attend que quelqu'un commence. On va peut-être prendre la question juste avant. À l'Express, on essaie quand même de filtrer un petit peu les mauvaises. Non, mais je plaisante, je rebondis sur la blague. Dans la question suivante. Bonjour, Philippe Hubert, j'aime la biologie. Merci beaucoup pour vos échanges avec plein de nuances. Alors, c'est déjà difficile de séparer le bon chasseur du mauvais chasseur, tous les deux tirent. Et là, on a l'impression que c'est difficile de séparer la bonne controverse de la mauvaise controverse, puisqu'il y a des aspects positifs, des aspects négatifs. J'ai eu cette impression-là, est-ce que vous seriez d'accord avec ça, que vous ne parliez pas forcément toujours de la même chose, dans la mesure où la controverse positive touche plutôt à ce qu'on a bien identifié, je pense, en épistémologie, en histoire des sciences, autour des changements de paradigme, et que tant dans le monde scientifique on respecte les valeurs de l'éthos scientifique définies par Merton, par exemple, sur le communalisme, le débat, on suit les règles, là il n'y a pas de problème, mais c'est des questions qui tournent plus autour des cadres théoriques. Et donc c'est bien quand il y a un cadre théorique, ce qu'on appelle aussi la science révolutionnaire, qui se fait jour. C'est même ça qui permet à la science d'avancer.
Donc ça, ce serait le bon chasseur, quoi, si vous voulez. Et pour le mauvais chasseur, j'ai eu cette impression-là, peut-être que je me trompe, mais qu'on était plus tout à fait sur des discussions sur des cadres théoriques, mais plutôt sur est-ce que dans un cadre théorique donné, on va réussir à faire parler les résultats et de quelle manière. Et j'ai eu l'impression qu'on touchait presque à ce qui sort un peu des controverses scientifiques, que certains appellent les controverses socio-scientifiques ou socio-techniques, dans lesquelles où il y a d'autres enjeux que simplement la connaissance qui sont là, et que du coup, ça devient difficile aussi parfois de mettre en évidence des choses. Et il y a quelque chose dont il n'y a pas été question, c'était la taille des faits, par exemple. On cherche, on trouve toujours pas. Question, est-ce que ce serait tout simplement pas parce que la taille des faits elle est si petite que voilà, c'est difficile à mettre en évidence, et au bout du compte, on pourrait presque se poser la question, je vais être provocateur, est-ce que ça vaut la peine de chercher à mettre en évidence, quoi? Je pense que l'exemple que moi j'avais choisi pour cette table ronde, il est un petit peu à cheval, donc je pense qu'il est assez intéressant pour ça, parce que dans les aspects négatifs qu'il y a eu, il y a eu des aspects qui venaient vraiment de la partie scientifique et technique, parce que l'éthique en science fait partie de la science et fait partie de la méthodologie, donc il y avait des erreurs méthodologiques, et puis derrière, parfois, d'avoir une controverse comme ça, on se rend compte que on doit changer les méthodologies, donc on doit changer la manière dont la science est faite. Et puis, à l'inverse, il peut y avoir des bonnes controverses et des bons résultats des controverses qui sont plus dans le domaine médiatique. Alors, elle est un petit peu tirée par les cheveux, celle-là, mais dans le cas de l'exemple de Hervé pour Wakefield, il y a quelque chose qui était très intéressant dans ce qui est arrivé dans l'antivaccinalisme en période Covid. C'est que les Britanniques ont été très anti-vax au moment de toute la controverse Wakefield. Puis, une fois que Wakefield a été écarté, ils sont revenus à un niveau de confiance d'avant la controverse. Et lorsqu'il y a eu toute la question de les vaccins Covid, sont-ils safe ou pas, les Britanniques ont été beaucoup plus résilients face à la désinformation que l'ont été dans le pays. Ils ont été vaccinés. J'y ai pensé, j'ai pas osé. Mais donc, il y a aussi cet aspect, je pense qu'il peut y avoir de la bonne conséquence de controverse, même dans l'aspect pas scientifique, et il peut y avoir aussi le fait de dire cette controverse, elle est arrivée parce que niveau scientifique, ça a merdé, la méthodologie était pas bonne. Donc, je pense que vraiment les deux s'enchassent de manière beaucoup plus complexe. Oui, j'adhère à tout ce que vous avez dit, donc je ne commenterai pas plus, mais je voudrais commenter deux choses qui ont été dites ici. Le problème de la reproductibilité et le problème des résultats négatifs. Alors, le problème des résultats négatifs, il y a des données depuis 2013 qui montrent qu'en fait, ils ne sont pas soumis aux journaux. Moi, jusqu'à 2013, j'ai toujours dit les journaux ne veulent pas les publier. J'ai toujours dit ça. Mais maintenant, il y a des données objectives que je pourrais vous sortir. Les journaux ne les reçoivent pas. Parce que quand c'est négatif, on ne veut pas l'écrire. Quand on écrit, on se bat. Quand on va le soumettre, le sponsor ne veut pas. Il y a beaucoup de raisons étudiées pour tout ça. Donc, ce n'est pas soumis aux journaux. Ça, c'est la première remarque que je voudrais faire. L'autre sur la reproductibilité. Moi, je suis pour la reproductibilité. Ça a commencé en 2013-2014, en psychologie, neurosciences, et puis à Amgen et compagnie. Ça a commencé par ce qui s'est appelé le Repligate. Les premières personnes qui ont voulu commencer à répliquer, en psychologie notamment, se sont fait mettre au banc de leur communauté. Ils répliquent parce qu'ils n'ont pas d'idées. Ils répliquent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils répliquent parce que ce sont des mauvais chercheurs. Ils répliquent. Donc, il y a eu toute une période comme ça. Et il y a 3 mois, dans un journal qui s'appelle eLife, et je pourrais vous donner la référence parce que je l'ai cité hier, des chercheurs canadiens ont pris 3 millions d'articles de 2018-2019 dans plusieurs disciplines, je pourrais vous donner la référence, et ils ont cherché sur ces 3 millions d'articles, et c'est un travail énorme, combien avaient donné à des publications de réplication ailleurs. 177. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Personne m'a fait coucou. Bon, sinon, en attendant que quelqu'un trouve l'inspiration, moi j'avais une question que je voulais vous poser sur est-ce que des controverses peuvent mourir? On a un petit peu abordé le sujet brièvement tout à l'heure, mais finalement, est-ce qu'elles finissent par mourir? Est-ce qu'on finit par s'en séparer, s'en libérer? Est-ce qu'on finit par être vacciné, par exemple, comme sur Wakefield? Ou est-ce que c'est une fois qu'elle est née, elle va rester polluer le débat indéfiniment? Je sais pas, je pense à une caricature un petit peu, mais sur la Terre plate, ça revient aujourd'hui. C'était une controverse hier.
il y a des centaines d'années. Aujourd'hui, ça revient. Il y a de nouveau des gens qui croient. Est-ce que ça meurt ou pas? Je vais me permettre quand même de dire que tout ça, toute cette question, la formulation suppose que c'est négatif. Et j'insiste, non, là, c'est trop simple. Ce n'est pas négatif. Pardon. Bon, il est sûr que ce qui est vrai un jour peut être faux un autre. Hein. Donc, la controverse pourrait continuer. Mais il faut dire qu'il y a aussi des médias qui participent à un certain nombre de choses qui ne sont pas acceptables. Je vous parle que moi, je suis de ceux qui aimeraient que la controverse sur l'hydroxychloroquine cesse un jour. D'accord ? J'ai vécu il y a peu de temps avec un média l'exemple suivant. On voulait parler de l'hydroxychloroquine et en disant, dans 95% des publications, on pense que ça ne marche pas, dans 5%, il y a des gens qui disent que ça marche. Ce média télévisé nous a dit oui, venez en parler à une condition, 50% de temps pour ceux qui pensent pour, 50% de temps pour ceux qui pensent contre. Nous n'y sommes pas allés. Bah, c'est un peu le truc qu'on a dit. Nous, on avait fait avec notamment Michael Ruff de la biologie fait des vidéos et puis toute une équipe que je remercie parce qu'il y en a qui sont là, Alexandre Sam qui est ici. Notamment, on avait fait tout un debunk d'un des documentaires de Arte qui avait encore remis la controverse sur les vaccins, sur le fait que la variole n'avait jamais été éliminée par les vaccins, que la rougeole n'était pas une maladie dangereuse et que le vaccin était plus dangereux que ça. Et on a l'impression, des fois, que on vide on vide la mer avec une petite cuillère et encore. Mais c'est vrai que lorsqu'on a essayé de signaler ça, de leur dire qu'on avait un problème avec ça et que ça n'était pas possible de publier réellement des choses qui, pour certains, étaient des opinions et pour d'autres étaient réellement des contre-vérités, la réponse, ça a été de nous dire, bah oui, mais il faut qu'on donne à part égale à toutes les opinions. Sauf que les opinions n'ont pas le même poids en termes de preuves. On peut pas, et nous leur on dit, et du coup, la prochaine fois que vous faites une émission de géographie, vous invitez aussi les gars qui pensent que la Terre est plate ou comment ça se passe? Parce que dans ce cas-là, il faut leur donner la parole aussi. Il faut donner la parole à ceux qui pensent que la Terre est en forme de donuts, et après tout, pourquoi pas? Je veux dire, s'il y en a... Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Ghislaine, que c'est positif, il faut que ça reste, mais tu continues à avoir la même opinion quand même. Et sur une tortue. Mais une tortue, oui. Elle est sur 4 éléphants qui sont portés par une tortue qui nage dans l'espace. Mais j'insiste, on est en train d'amalgamer beaucoup de choses. C'est sûr que quand une controverse devient médiatique et qu'on en est à la Terre plate, etc., donc on se dit, bon, passons à autre chose. Mais c'est pas ça qui se passe très souvent, y inclus pour les vaccins. Ça fait des... Chamaillou, par exemple, a montré que depuis le début, depuis le premier vaccin de la variole, il y a toujours eu des controverses sur les vaccins parce que ce sont des médicaments ou des thérapeutiques très particulières. Et donc, ce qu'on veut, c'est en parler à ceux qui ne sont pas scientifiques. Et il faut laisser s'ouvrir le débat et se le dérouler. Alors, faut pas aller dans les choses ridicules, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est souvent pas aussi simple parce que justement, les personnes se posent des questions de l'extérieur et dans les médias, il faut organiser une réflexion en leur parlant de où elles sont et pas de « ah ben moi, je sais très bien que… » Oui, mais nous, on n'est pas de leur point de vue. Donc vraiment, je pense qu'il faut séparer différents éléments. Je pense pas qu'il faille forcément séparer, mais encore une fois, c'est ce qu'on disait par rapport au poids. Dans le cas des controverses où tu dis, bah, on reste par exemple sur une opinion qui est l'opinion centrale, mais on se dit, bah, on a à côté des hypothèses qui pèsent peut-être un peu moins, mais qui pèsent quand même, parce qu'on se dit, après tout, pourquoi pas. Et l'idée, c'est plus ça, c'est, on ne peut pas faire, comme disait Hervé, du 50-50, alors qu'on n'a pas la même charge de preuve. Donc, que ces opinions-là puissent exister, tout à fait, mais il faut qu'elles existent dans la mesure de la quantité de preuves qu'elles ont. C'est plus ça. Oui. Dans la... Pardonne-moi, ce que je voulais dire, c'est pas qu'elles peuvent ou qu'elles peuvent pas exister, c'est si elles existent, on veut en débattre, et si on veut en débattre, il faut ouvrir le débat du point de vue de tout le monde. C'est pas faire du 50-50. Oui, voilà. C'est plus qu'un débat doit partir de où sont les gens qui s'interrogent. Oui, mais ça, voilà, effectivement, quand on peut avoir des débats et pas genre diffuser directement des. Mais du coup, voilà, à nouveau, je vais encore être un tout petit peu minoritaire, mais là. Non, mais c'était étudié pour. On va prendre une question, mais juste avant, parce qu'on parlait des médias, et c'est un sujet qui est un petit peu annexe, mais effectivement, dans la représentation, il y a eu beaucoup de médias, peu importe, presse écrite, télé, etc.,
parce que, là je parle de mon point de vue de journaliste, mais parce que il y a cette habitude-là, par exemple en politique, on va prendre un politique qui pense qu'il faut voter cette loi, un politique qui pense qu'il faut pas, on va les représenter tous les deux, et puis un pour, un contre, et il y a débat. Et effectivement, c'est une méthode qui est largement répandue, je pense qui est plutôt bonne dans le monde de la presse. Bon voilà. En science, ça fonctionne pas parce que si on met effectivement une personne qui est persuadée un chercheur qui est persuadé que la Terre est plate, il faudrait le mettre face à 10 000 chercheurs en face. Il faudrait inviter 10 000 chercheurs. Mais bon, c'était juste une plaisanterie. Mais justement, on voit bien que là, c'est quand même très hypothétique. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est les faits, les arguments, les manips qui ont été faites pour qu'on n'a pas besoin de faire voter 10 000 chercheurs. On ne fait pas ça en vote d'opinion. On fait ça parce que on va confronter des faits et qu'on va laisser l'espace pour montrer ceux qui n'ont pas été vérifiés ou qui posent problème. Enfin, pour moi, il faut pas mettre tout ensemble parce que c'est pas parce qu'il y a 10 000 chercheurs, pas là pendant un siècle. On pense, enfin, il y a des tas de dogmes. Enfin, moi, j'ai en euros le nombre de dogmes qui sont tombés. L'épigénétique actuellement, alors qu'on nous a tous appris que c'était pas possible. Voilà. Enfin, moi, j'ai passé ma vie en tant que chercheur à voir tomber et c'est normal, là. C'est comme ça que ça marche. Donc après, on va pas dire il y en a 10 000 là, il y en a 5 000. Le point, c'est de réancrer les choses dans des faits en laissant ceux qui se posent des questions et qui sont à l'extérieur avoir l'espace de comprendre. Pardon. Non, mais c'est très. On va prendre une question du coup. Bonjour. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Je te déteste. Oui, je sais, on adore ça. Non, pour peut-être donner du positif aux controverses, c'est que ça, bon, il y a toujours moyen de tirer du positif de quelque chose. Ça peut peut-être au moins donner l'occasion de faire de la pédagogie. Même quand c'est des scandales, dans certains des exemples que vous avez donnés. Bon, on peut au moins en tirer ça. Ça laisse, c'est important de répéter, c'est le principe de la pédagogie. Alors ça peut être fatigant de toujours répéter tout le temps les mêmes choses, mais peut-être qu'au moins l'avantage des controverses, c'est que ça met la lumière sur quelque chose et que ça peut te permettre, même si ça crée des scandales et que ça peut avoir des dangers, bah ça laisse la place aux gens de ok, bah attends, je vais vous réexpliquer comment ça marche et voilà. Merci. Et puis ça montre que c'est compliqué, et puis ça montre que ça peut être très stimulant, ça fait rêver, et ce ne sont pas des choses négatives en recherche. C'est comme ça aussi qu'on l'esprit critique, c'est de l'ouverture, puisque voilà, on va essayer de regarder le thème. Et moi, je suis ça, c'est ce que j'essaye de défendre, c'est de dire que ça n'est pas négatif. Si je puis me permettre, puisque je suis micro, donc Sandra, hôtesse micro, c'est que ça peut donner aussi dans le public, ce que disait Hervé, le 50-50, même si on sait que c'est pas forcément 50-50, n'empêche que visuellement, de façon peut-être irrationnelle, on a l'impression que 50% des chercheurs sont pour A et 50% des chercheurs sont pour B. Et c'est même si personne veut tromper, ça nous donne quand même cette impression-là. Et je pense que c'est pour ça qu'Hervé et les autres ont eu raison, où il aurait fallu mettre une image représentant 95 ou donner que 5% du temps. Mais j'ai bien compris ce que vous vouliez dire. La pédagogie est super importante. J'en ai profité. J'y connaissais rien. Non. Pas d'autres questions du coup. On a le temps pour une dernière et sinon on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous. Ah, c'était une dernière question. Tout là-haut. Approchez-moi un peu, ça m'évitera pas. Et chacun à la moitié là-dessus. N'oublie pas. On se retrouve à la moitié. Oui, merci pour cette discussion très intéressante. Moi, j'ai envie d'un peu de réfléchir collectivement avec vous sur est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité collective de la recherche à inventer des nouvelles institutions pour justement trancher ce dissensus ou permettre de retrouver des faits où les chercheurs peuvent se retrouver. Et j'avais en tête l'exemple de Daniel Kahneman, qui je crois qu'il y a eu une démarche de se réunir avec un chercheur qui n'était pas d'accord et de mettre en place un protocole commun pour arriver à des faits sur lesquels ils pouvaient se retrouver.
Et du coup, ça, c'est quand même une initiative personnelle. Est-ce que vous n'avez pas des idées, vous qui avez une grande expérience de la recherche, de formes d'institutions qui pourraient permettre un petit peu ce processus-là? Daniel Kahneman, c'est un chercheur en psychologie qui a eu le prix Nobel d'économie. Et il a montré notamment que l'homme n'était pas l'homo economicus qu'on lui prêtait. Et qui est décédé très récemment, là. Dans le principe, vous avez raison, vraiment. Le problème, c'est la faisabilité oui, la faisabilité, c'est le mot que d'organiser ça. Alors on manque peut-être d'imagination, hein. Et puis il y a des cas où c'est jouable, et puis il y a des personnes qui peuvent se l'offrir, et puis il y a beaucoup de choses. Mais en faire quelque chose d'institutionnel, ça paraît difficile, ce qui prouve pas que c'est impossible. C'était le GIEC, c'est pas ça. Avec ça. Le GIEC, ce ne serait pas ça, par exemple. Il y a le replay. Le GIEC, il expérimente en soi assez peu, donc il tranche pas beaucoup, il agrège énormément, et puis il fait des raimbords avec ça. Mais je pense pas qu'il tranche réellement des controverses. Et d'ailleurs, je pense pas réellement qu'on est lorsqu'il y a un dissensus, qu'on est vraiment à trancher quelque chose. Si la science, elle se fait de manière progressive, et les dissensus sont, à un moment donné, arrêtés en science, et puis ils sont jamais complètement tranchés. D'ailleurs, on peut les rouvrir, voilà. Le problème, c'est plus comment est-ce qu'on communique ce processus-là avec le grand public, qui parfois a cette impression, comme on dit sur une question de pédagogie, mais là, ça vient de notre côté, que tant que c'est pas absolument tranché de manière définitive, estampillé, etc., on n'est pas sûr. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche. On n'est pas si fluctuant que ça. Il y aura toujours des consensus qui arrivent, il y aura toujours des consensus qui seront renversés. Pour autant, comme disent mes collègues, le peu qu'on sait, on le sait quand même, et surtout on sait comment on le sait. Et c'est ça qu'il faut arriver à transmettre, plus que je pense d'avoir quelque chose qui permet de trancher énormément. Et le GIEC, en ce sens-là, transmet, alors pour le coup, il transmet à des instances gouvernementales en agrégeant toutes les données qui ont été faites par les autres chercheurs. Mais je pense qu'effectivement, on est plus sur un travail de transmission plutôt que sur un travail de tranchage du dissensus, si ça se dit, je suis pas sûre. Voilà. Non, mais il y a des fois où, mais vous voyez, il faut que ça s'y prête, quoi. Ça s'y prête pas si souvent. Après, il y a la notion de synthèse, il y a la notion d'élaboration de connaissances à partir d'énormément de résultats, tous assez ponctuels, comme on l'a dit. Les chercheurs doivent publier, donc ils font des petits résultats pour faire beaucoup de papiers, et il y a tout le travail d'élaboration de connaissances, les papiers de synthèse qui étaient très prestigieux de mon temps, dont j'ai l'impression que ça se fait beaucoup moins. Enfin, il y a des choses. Alors après, les cas de figure où vraiment on arrive à faire progresser, comme vous le décrivez, c'est pas si fréquent, je pense, à mettre en place. Et en tant qu'institution, je sais pas. Peut-être. Bon, on va laisser la place à la prochaine table ronde. Merci beaucoup d'être venu. Et bonne fin de rec à tous.